On va maintenant passer à Marc Arazi sur la deuxième partie, deuxième exposé. Voilà. Bonsoir à tous. Alors maintenant, vous m'entendez peut-être mieux, mais vous me voyez peut-être moins bien. Hein. Oui, c'est pas très grave. Je voulais saluer la présentation de Philippe. Et avant de commencer la mienne, je voudrais faire deux, trois éléments en réaction à ce qui a été évoqué dans les différents échanges. Dans ta présentation, concernant MobiKids. Bon. Là, quand on a un travail scientifique aussi important, qui a, comme tu l'as rappelé, coûté beaucoup d'argent, hein, ça a été financé pour partie par la Commission européenne, pour partie par l'ANSES, on pourrait imaginer effectivement qu'on a fait très très attention à l'utilisation de l'argent public. Et la première chose que vous faites, en tout cas que je vous conseille de faire quand vous regardez une étude scientifique, c'est de lire voilà, qui sont les auteurs, voir s'il y a d'éventuels conflits d'intérêts et qui a financé l'étude. Bon. Et aux surprises, parce qu'en France, on en connaît un plutôt bien, hein, il s'appelle Jovial, qui est, entre guillemets, l'âme damnée si je dis ça, alors, qui est vraiment l'expert pro-industrie des fabricants de téléphonie mobile, eh bien, Joubert faisait partie des auteurs de cette étude. Et en fouillant un peu, puisque je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qu'on a écrit, là, pas en fait dans le détail, puisque ce n'est pas l'objet de notre présentation, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas uniquement Jovial, qui travaillait pour Orange, qui était donc partie prenante à cette étude, mais avec lui, 4 autres personnes travaillant pour Orange, ce qui fait au total 5 personnes d'Orange pour participer à cette étude, et ce qui est fondamentalement ni éthique ni moral. On s'est rendu compte que ces personnes, en quoi elles avaient contribué à l'étude, elles n'avaient pas moins créé les logiciels qui avaient été mis, logiciels espions qu'on avait mis dans les téléphones des enfants, hein, pour mesurer les datas. C'est-à-dire que toutes les datas sur lesquelles sont basées les analyses des 14 pays ont été faites par Orange. Vous voyez ? Donc, en gros, non seulement les datas à l'intérieur du téléphone, mais aussi les datas quand on a voulu mesurer les niveaux d'exposition, quand on mettait les radios, sur une analyse radio, là aussi, le logiciel qui a été utilisé a été constitué par Orange. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait rapidement? On a écrit aux 54 auteurs de l'étude, et chose quand même dont on peut être plutôt considéré comme positif, ils ont dû modifier leur article. Donc, il y a 10 jours à peu près, les auteurs nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient modifié, que l'éditeur avait modifié son article et avait ajouté les conflits d'intérêts. Bon. Alors, on va rentrer dans une histoire longue, hein, parce que là, on est loin d'être fini avec MobiKids, mais en gros, on nous explique que Viard est dans les conflits d'intérêts, mais il n'a pas de conflit d'intérêts, ce qui est écrit mot pour mot dans l'article. Et au final, on l'aurait écrit là en permanence parce qu'on a constaté qu'on a découvert des conflits d'intérêts pour quasiment, pas l'intégralité, mais un certain nombre des auteurs vraiment posent question. Donc, on est entré là dans une chose qu'on connaît bien chez Alerton Gate, c'est-à-dire une analyse fouillée avec un travail qu'on fait avec l'ensemble de nos réseaux internationaux. Voilà. Donc ça, concernant MobiKids. La deuxième chose, ça a été dit très rapidement, c'est cette histoire des kits main libre. Là, il y a quelque chose de très problématique, c'est qu'un sénateur, il y a quelques semaines, au mois de novembre, dans le cadre d'un projet de loi, a intégré le principe d'enlever les kits main libre des téléphones portables. Et pour ceux qui ne suivent pas l'actualité comme nous au jour le jour, il se trouve que l'ANFR, il y a quelques jours, a fait
une analyse pour la première fois, nous on l'a demandé depuis des années, il a fait une analyse de l'utilisation de la mesure des DAS, des kits piétons et des kits Bluetooth. Voilà. Et sans surprise, évidemment, là encore, il y aura un débat parce qu'on va analyser la méthodologie, mais enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. En gros, au même moment où le législateur français enlève des kits mains libres des boîtes, alors que c'est préconisé par tout le monde, par la France, par l'OMS, par tout le monde, comme tu le rappelais, Philippe, immédiatement, Apple, mais Ouais, pas Apple le qu'Apple, premier. Xiaomi, ont immédiatement enlevé les kits de leur boîte. Voilà. Mm. Donc, vraiment, une attitude des fabricants qui pose question, et d'autant plus, comme tu l'as rappelé, mais moi je vais te donner la source précise, comme ça sera, je pense, très clair, c'est le département de santé publique californien, hein, vous voyez, pas moins que 7e économie mondiale. Il se trouve qu'Apple a son siège en Californie, hein, donc c'est ce département de santé publique californien qui, dès 2007, a mis en garde contre les utilisateurs contre le fait de garder les oreillettes ou les kits piétons quand on écoute de la musique, quand on regarde un film, parce que en gros, tout le monde fait. Ouais. Et nous, on a vraiment bassiné tous les journalistes de France et de Navarre pour que l'information soit relayée. Elle est tout à fait insuffisamment, et Philippe a extrêmement bien fait d'ailleurs de le rappeler. Dernier point, j'essaie d'aller vite, après la présentation. Je ne sais pas, Denis, si on sera cloisonné à 21h ou À 22h, non, à 22h. On peut déborder. On peut déborder. Bon, parce que là, sinon, il va falloir que j'aille très, très vite. Bon. Dernier point, très important, vous avez évoqué la question de la 5G. Je crois qu'il y a un monsieur qui parlait d'être intervenu à une réunion publique pour donner son avis. Comme vous êtes tous des militants plutôt qui est imprégné de cette problématique, utilisez les données de nos organisations. Moi, ce qui me surprend, alors bien évidemment, c'est compliqué parce que le professeur Belpomme, Philippe et plein d'autres scientifiques ont fait un rapport de contre-expertise sur le rapport 5G de l'ANSES. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, il est disponible, j'imagine, sur vos sites, Philippe. Il est disponible aussi sur le nôtre. Et c'est un document de très, très grande qualité. Là, on ne peut pas vous opposer quand vous allez à une réunion publique ou ailleurs, utiliser ces documents faits par des scientifiques de renommée nationale ou internationale. De la même façon, nous avons fait nous aussi avec l'association Robin des Toits, je crois que Pierre-Marie fait partie, Pierre-Marie Témiot, qui est l'ancien président de Robin des Toits, et dans l'assistance. Nous avons fait aussi, je crois, un travail très fouillé sur ce sujet, scientifique et médical, et je vous engage vraiment à le lire. Alors pourquoi? Parce que je vous donne une info en première exclusivité. Hein. Oui, bon, Là, je pense que ça va intéresser tout le monde. Le rapport définitif de l'ANSES va sortir jeudi. Vous voyez, ce jeudi, nous sommes conviés, puisque Ayrton Gate est membre du comité de dialogue de l'ANSES. Nous sommes tous conviés à une visioconférence pour avoir le débriefing de l'ensemble des rapports que nous leur avons transmis, parce qu'ils ont reçu quand même une soixantaine de rapports avec des choses qu'on reverra peut-être un peu dans la présentation que je ferai, mais sachez que nous allons tous entendre parler de 5G cette semaine, puisque je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais ce que je peux vous dire, nous, je vais parler pour moi, mais globalement, c'est l'avis d'un certain nombre des associations qui sont au sein du comité de dialogue de l'ANSES, c'est qu'il y a eu une reprise en main politique de l'ANSES, et qu'aujourd'hui, l'ANSES est aux ordres. Et je peux vous dire que nos réunions, c'est du dialogue, mais alors du dialogue très musclé. Voilà, donc c'est vraiment vous dire qu'aujourd'hui, les organisations,
je dirais, qui vous représentent. Hein. Il y a certaines personnes ici qui sont adhérents de nos associations, mais en gros, voilà, utilisez les éléments que vous avez à disposition. Alors, je vais mettre mon... je ne peux pas partager l'écran, là. Cindy, l'animateur, a désactivé le partage d'écran. Oui, je le réactive. Oui. Un petit instant. Non. C'est fait. D'accord. Voilà. Alors, attendez. Je sais pas quelle est la dernière fois. Alors, voilà. C'est bon? Allez, je vais mettre la première. Alors, ce qui me semble vraiment très intéressant dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est pour ça que je vous ai fait cette proposition de présentation, c'est que il y a un certain nombre de discussions qui se font au sein de ce comité de dialogue de l'ANSES. Et nous y menons véritablement une bataille de tranchées pour faire évoluer un certain nombre, entre guillemets, de préexistants. Et le premier d'entre eux, nous avons, enfin, je dirais, l'ANSES, dans un premier temps, l'avait intégré et puis ensuite un peu oublié. En gros, ça va être de dire, et c'est le sujet actuellement en débat au sein du comité de dialogue, c'est quels doivent être les indicateurs pour protéger la santé de tous les utilisateurs de téléphonie mobile. Voilà. Donc, dans la présentation... Je m'excuse de t'interrompre. Oui. La présentation ne défile pas. Il faut que tu la passes parce que en diaporama. Pour l'instant, je suis toujours à ma première slide. Hein. Ah d'accord, mais elle ne va sûrement pas défiler parce qu'il faut la passer en diaporama sur le programme. Ah, et on fait ça comment? Diaporama. Diaporama et... tout en haut, à l'opposé de là où est ta souris. Là. Voilà, tout en haut. Tout en haut, d'accord. Diaporama. Là, nouveau partage, mais je ne vois pas de diaporama, moi. Non, mais sur ton programme. Mais tu peux faire défiler comme ça aussi, hein, sinon sans problème. Hein. Non, je veux bien vous la mettre en diaporama, mais si j'y arrive. Alors, attendez. Sur le programme c'est un PowerPoint, c'est ça? Ouais. Alors, sur la... Il y a une petite... La ligne du haut du PowerPoint, ouais. Au même niveau que fichier, en allant à droite, diaporama, on trouve. Fichier. À droite, encore à droite, au même niveau. Là? Oh non, un peu plus loin. Là? Non, trop loin. Trop loin, mais je vois pas de... Je vois rien marqué. Stop. Là? Ici, là? Non, plus haut. Au-dessus du faux négatif. Mais alors, le problème, c'est que plus haut, j'ai la barre. C'est pour ça que oui, alors il faut descendre, oui. Voilà, parce que je ne dois pas le voir. Accueil. Transition. Oui, diaporama. Voilà. D'accord. Bon. À partir du début, donc. Ouais. D'accord. Voilà. Bon. Ça va marcher. Mais alors là, je ne vous vois plus du tout, moi, par contre. C'est pas grave. Oui. Alors, attendez. Donc, je ne sais pas où j'en suis. Je vais revenir à la première. Voilà, c'est parfait. Et là, OK. Non, mais vous dites ça, mais parler comme ça devant à mon ordinateur, c'est pas le truc le plus sympa. Bon, attendez, je vais enlever ça. Voilà, c'est bon. Bon, donc voilà, c'est parfait. Donc, en gros, cette présentation, comme vous voyez, puisque vous avez les 4 logos, a été faite donc par 4 associations qui sont présentes au comité de dialogue, dans laquelle vous avez le CRIREM, Robin des Toits et l'association SERA. Et nous-mêmes. Voilà. Donc là, j'ai intégré, si vous voulez, qu'une des parties, puisque dans les indicateurs, on va dire, vous avez les indicateurs de champ lointain, hein, pour ce qui va être les antennes relais ici,
et les indicateurs de sources proches, que pourraient être, par exemple, les téléphones portables, les tablettes, les objets connectés. Donc, pour que ce soit plus simple, alors parce que là, en plus, la présentation, elle est bloquée par les visuels des gens. Hein, moi, d'accord. Donc là, rapide présentation de l'association Alert Phonegate pour ceux qui ne connaissent pas notre association. Nous sommes une association relativement jeune, puisque nous allons fêter nos 4 ans au mois de mars. Et l'association s'est créée finalement au décours de l'alerte. J'ai, entre guillemets, fait partie de celui qui a lancé l'alerte, qu'on va appeler sur le scandale sanitaire de Phonegate. Et cette association s'est créée au travers de l'alerte que j'ai lancée, et avant tout une association à vocation internationale. C'est-à-dire qu'en simplifié, notre rôle, et un peu ce qu'on fait ce soir, notre rôle, c'est en France comme à l'international, d'appuyer avec nos compétences et nos moyens l'ensemble des associations existantes. Hein. On n'est pas là pour remplacer les associations des collectifs, hein, qui font relativement bien leur travail, mais plutôt pour leur apporter un certain nombre de moyens qu'on met à leur disposition. Alors, avant le Covid, ça s'est traduit par énormément de déplacements internationaux. Depuis le Covid, c'est beaucoup, entre guillemets, c'est beaucoup moins de déplacements, parce que le Covid a eu un effet de ralentissement. Pour rappeler aussi la vocation internationale et pourquoi quand on dit des choses, on les écrit, on essaie on connaît un certain poids. Nous avons un conseil scientifique vraiment avec les plus grands scientifiques internationaux qui sont représentés et qui représentent eux-mêmes une bonne partie entre guillemets, des continents. On ne va pas les citer tous, mais je vais par exemple citer, vous ne voyez aucune allusion à un conflit actuel, mais par exemple, pour les États-Unis, vous avez le professeur Devra Davis, qui est la présidente d'Environmental Health Trust, qui est une grande organisation américaine que je pense que tout le monde connaît ici. Et puis, nous avons pour la Russie, par exemple, ce qui pourrait être le patron de l'Agence nationale des fréquences françaises, puisque Oleg Grigoriev, qui représente le régulateur des télécoms russes, est membre de notre conseil scientifique. Voilà. Et à travers ça, nous avons tous les autres, Magda Havas, Alisasco, etc. Donc, on s'appuie sur cette base. J'avais oublié Oleg Johansson, donc un certain nombre de personnes. Et notre travail va vraiment consister à vraiment rentrer dans le détail. Hein, vous avez vu sur l'étude Mobile ou sur l'ensemble des sujets, on essaye vraiment de regarder dans le détail et de pousser un peu plus loin que ce qu'on essaie de nous montrer. Alors, comment je fais pour avancer ce truc-là parce que là, est-ce que quelqu'un peut... Ah voilà, ça y est. Voilà, d'accord. Non, je devais avoir une slide avant. Voilà, c'est des indicateurs fiables, un enjeu de santé publique mondiale. Donc, il faut vraiment comprendre que ce principe des indicateurs est absolument fondamental. Je vais me présenter aussi en deux mots. Je suis médecin et mon exerçant, je précise. Et donc, je m'intéresse à ces sujets des ondes en général depuis bientôt maintenant une vingtaine d'années. J'ai été un des négociateurs du Grenelle des ondes et j'ai aussi été pendant un temps, jusqu'en 2014, le porte-parole santé de Priartec. Donc, j'ai été le coordinateur national. Alors, donc,
l'objectif de la mise en place d'un indicateur, c'est clairement la protection de la population et la prévention en matière de santé. Et comme vous allez voir dans la présentation qui vient, je pense qu'aujourd'hui, et en particulier en France, il y a clairement la compréhension que entre guillemets, les indicateurs doivent être changés. Comment et pour aller où, ça c'est une autre question, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une forme de consensus pour dire qu'on a un problème avec les indicateurs, et en particulier l'indicateur DAS, débit d'absorption spécifique. Et comme j'ai vu que parmi les intervenants, il y avait le journaliste Édouard Ballot, j'ai envie de dire, il a trouvé la formule dans de ses articles dans Nexus pour appeler ça danger d'absorption spécifique. Et je pense qu'il a, en 3 mots, résumé absolument toute cette présentation. Voilà. Alors, très rapidement, le fonctionnement de la téléphonie mobile, juste pour dire que bon, le téléphone se connecte à l'antenne en descendant et en montant, mais ce qui est vraiment fondamental d'intégrer, c'est que, et je pense que c'est quelque chose qui doit être rappelé, c'est que le téléphone portable, c'est la première source d'exposition des personnes. Et ce, bien avant les antennes relais et le Wi-Fi. Et je pense qu'il y a une forme un peu de schizophrénie, la façon dont finalement certains se préoccupent beaucoup des antennes, mais à notre sens, absolument insuffisamment du téléphone portable. Et on va vous expliquer, essayer de vous expliquer pourquoi il doit en être autrement. Alors, rapidement, c'est quoi le scandale du PhoneGate? En gros, puisque maintenant qu'on a compris que le téléphone portable, c'était un élément absolument essentiel, aujourd'hui, dans l'exposition des personnes, on sait, si vous voulez, que, en gros, quand vous créez un téléphone portable, la première chose que vous intégrez, c'est ce fameux DAS, débit d'absorption spécifique. C'est, en gros, pour bien comprendre pourquoi finalement on a dérivé de cette façon, c'est que au tout départ, je dirais les industriels et les pouvoirs publics, on crée une réglementation, comme vous allez voir, qui est une non-réglementation. Mais pire que ça, parce que finalement, ce sont des sociétés commerciales, elles en sont arrivées à devoir se battre, y compris pour essayer d'avoir les téléphones les plus sympas, les plus vendeurs, les plus marketing, enfin, utiliser le terme les plus up-to-date. Hein. Et finalement, dans cette bataille-là, ils se sont mis finalement à devoir complètement tromper l'ensemble des utilisateurs mondiaux sur les vrais niveaux de DAS de leur téléphone. Et c'est pour ça qu'on fait souvent le parallèle entre PhoneGate et Dieselgate, puisque en gros, quand vous alliez faire les contrôles de test, eh bien, les opérateurs s'étaient, entre guillemets, organisés pour que le DAS soit ensuite mentionné, même en tout petit caractère sur la notice, soit le plus faible possible. Mais en fait, c'était parfaitement trompeur. Pour bien comprendre, même certains fabricants, comme pour les Dieselgate, avaient intégré dans le téléphone des logiciels espions qui permettaient, au moment des contrôles, de fausser justement la mesure de DAS. Alors, un scandale à l'échelle planétaire, parce que comme vous avez bien compris, ce n'est pas le téléphone, il y en a s'il y en a 5 milliards. Et en fait, pour bien comprendre, en fait, le monde, on va le diviser en 2 parties. Une qui a une réglementation qui est basée sur des pseudo-données scientifiques de l'ICNIR, cette fameuse organisation basée en Allemagne indépendante, je dirais
totalement inféodé entre guillemets, aux théories de l'industrie. Et puis, dans une moindre mesure, une autre partie, hein, c'est la partie CNIRP, on va le voir tout de suite sur là, c'est une photo du monde. Alors, vous voyez en vert clair, en vert foncé, donc les pays qui sont donc, concernés par la réglementation CNIRP, et en vert plus clair, par exemple, les États-Unis et le Canada, qui, eux, ont une réglementation un peu particulière qu'on va nommer FCC, hein, du nom du régulateur des télécoms américains, c'est la Federal Communication Commission. Et la réglementation américaine qui se met en place en 1996 va être beaucoup plus protectrice que la réglementation, on va dire, européenne pour nous, puisque elle va se baser sur des éléments qu'on va revoir ensemble durant cette présentation. Je les détaillerai un peu plus tard. Je dirais que là-dessus, en plus, vous avez de manière, c'est quelques pays, dont la Russie, qui, elle, a ce qu'on pourrait appeler être la meilleure réglementation de protection des utilisateurs de téléphonie mobile, et qui n'est basée ni sur l'ICNIRP, ni sur la réglementation américaine. Alors, le DAS, donc vous avez compris, en gros, c'est un indicateur qui est totalement, enfin, je dirais, c'est un non-indicateur. Et dans le travail que nous avons présenté justement à l'ANSES, tout le travail que nous avons fait avec les trois autres associations, ça a été de voir ensemble quel devrait être le mode de fonctionnement de ce DAS pour être réellement protecteur des personnes. Parce que, on parlait tout à l'heure de gens électro-hypersensibles, vous comprenez bien que d'avoir son téléphone à proximité, que ce soit de la tête ou du corps, va poser un sérieux problème, puisque, en gros, là où on est censé avoir un niveau d'énergie, puisque, en gros, le DAS va mesurer l'effet thermique des ondes transmises, on pourrait imaginer que si le DAS avait été correctement établi, on était devant une situation, je dirais, normale. Or, vous allez comprendre au travers de la présentation, on est sur des niveaux qui ont surexposé tout le monde aux effets thermiques des ondes. Et comme nous l'avons très régulièrement abordé avec le professeur Bellepomme, la question qu'on s'est posée, c'est quel a été le rôle, finalement, de cette surexposition qui est à la fois aiguë et chronique, puisqu'en gros, c'est de manière aiguë parce qu'on est le DAS est pas particulièrement minoré, mais tous les jours, et ça pendant des semaines, des mois, des années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est sur quelque chose qui finalement est une forme se traduirait par une forme d'agression aiguë et chronique, et qui à un moment donné, alors pour certaines personnes et pas chez d'autres, va déclencher quelque chose. Et tout le sens du travail qu'on veut mener avec le professeur Bellepomme et avec d'autres scientifiques internationaux, c'est à partir maintenant du fait qu'on connaît cette surexposition, de la traduire dans des études scientifiques pour voir, cette fois-ci non pas de manière intuitive, mais de manière parfaitement démontrable, le lien qu'il peut y avoir entre cette surexposition aux effets thermiques et l'apparition des symptômes d'électro-hypersensibilité. Alors, je ne sais pas, moi j'ai une barre, j'espère que vous ne l'avez pas. Attendez, j'entends plus personne. Si, vous l'avez la barre là? On a un cadre jaune là avec une barre qui disparaît. Voilà, là, parce que je touche c'est parce que je touche à ma souris en fait. C'est pour ça. Non, mais vous pouvez la faire partir, cette barre. Vous cliquez dessus et vous la déplacez. Ah ouais,
Ah oui, mais là, si je fais ça, Vous cliquez, vous gardez le clic et vous la déplacez. Mais sur la partie où il y a l'écriture, là. ouais, mais là, ce que je fais, excusez-moi, je ne sais pas comment on fait pour enlever cette barre. Là, je l'ai Voilà, plus. elle s'en va là. Super, merci. Non, elle revient. Ah bah, elle est revenue. Je ne voulais Bon, pas. Bon. on va Donc faire là, avec. vous avez une présentation. Donc, je vous ai expliqué que le DAS avait été particulièrement minoré. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Les régulateurs des télécoms et les fabricants, ils ont pensé que c'était une bonne idée de tester les téléphones. Là, je reprends aussi une formulation d'un autre journaliste, Nicolas Bérard, que certains d'entre vous aussi connaissent bien. En gros, comme en lévitation. Donc, en gros, on testait les téléphones entre 1,5 et 2,5 cm de la peau. Donc, l'idée générale, c'était vraiment de se dire que le DAS, enfin, il le savait parfaitement, allait être le plus bas possible. Et là, vous avez les premiers résultats, parce que quand l'ANSES, donc en 2016, publie son premier rapport sur les radiofréquences et la santé des enfants, elle introduit des tests qu'a fait l'Agence nationale des fréquences entre 2012 et 2016, en indiquant que 9 téléphones portables sur 10 ne respectaient pas la réglementation. Bon. Alors, j'ai lu ce rapport, j'ai demandé, on m'explique pourquoi, on m'explique comment on voit les rapports, et là on est entré dans l'affaire Fogate. En gros, personne n'a voulu publier les données, la NFR, l'ANSES, donc en gros, il a fallu lancer une bataille, et là vous avez déjà les premiers éléments, puisque ça s'est échelonné dans le temps. On a commencé par obtenir déjà les niveaux de DAS, puis ensuite l'ensemble des rapports. Et aujourd'hui, sur le site data de la NFR, vous avez quelque chose comme plus de 700, 720, 730, ça change tout le temps, rapports de test, sur les DAS des téléphones portables. Quand je dis rapport, c'est un document qui fait entre 30 et 50 pages. Hein. Ce n'est pas juste le DAS que vous voyez là. Et là, vous retrouvez les premières informations qu'on a pu disposer à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour les téléphones Polaroid, le fabricant avait mis un DAS à 1 watt par kilo. Et en fait, quand il a été mesuré par l'autorité de contrôle française, il était pas à 1, mais à 7,42, c'est-à-dire 7 fois le niveau. Je rappelle la limite étant à 2 watts, mais là, on parle de 7,42 pour 10 grammes de tissu, hein, et pour 6 minutes de temps d'appel. Alors, ensuite, donc l'affaire a commencé à faire pas mal de bruit, le sujet, entre guillemets, a été regardé, et il a été tellement regardé que très rapidement, on est parti aux États-Unis, on a été témoigné au National Toxicology Programme, ça aussi beaucoup grâce à l'organisation américaine de Deborah Davis. Et un jour, je reçois un mail d'un journaliste de Chicago Tribune et qui me dit j'ai vu un peu les résultats que vous avez sortis, vous avez fait sortir par la NFR, ça m'intéresse beaucoup, et je suis journaliste de Chicago Tribune, je voudrais faire une investigation là-dessus. Bon, au départ, moi je ne sais pas qui est Sam Rowe qui m'écrit, je ne dis pas de souci, je lui envoie des tas de données, etc. Et puis, allez, on va dire 3 ou 4 mois après, je suis pas un peu incidemment, je me rends compte que Sam Rowe, il est prix Pulitzer et 4 fois finaliste du Pulitzer. Bon. Donc, on va travailler ensemble sur le sujet pendant 18 mois. Et là, vous avez la une du Chicago Tribune qui est sortie donc en août 2019. Et en gros, qui va faire vraiment un retentissement majeur. On n'en a pas du tout entendu parler en France, hein. Mais aux États-Unis, ça a fait un retentissement majeur. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a testé, il a repris le même principe, mais il a fait faire ça, il a fait faire des tests par un laboratoire donc, agréé par le régulateur des télécoms américain.
Donc, il a pris les téléphones les plus vendus, vous voyez, des iPhones, des Samsung, des Motorola. Et là, aux surprises, on va prendre que les iPhones, par exemple, il n'y a pas un seul iPhone qui, testé par donc le laboratoire, déjà respectait la norme, hein, qui est plus basse aux États-Unis, elle est à 1.6. Donc, vous voyez, la petite zone bleue, là, vous voyez, tous les téléphones déjà ne respectaient même pas le niveau donc d'exposition à ne pas dépasser. Et donc, ça, ces téléphones-là, ils étaient testés. Donc, alors, je ne sais pas si on peut enlever la barre, parce que c'est gênant, on ne voit pas les 0 et 5 mm. Alors, hop. Voilà. Bon. Donc, en gros, quand lui, il a fait encore plus conservatif que la LFR, il a dit on va les mesurer non pas à 0 mm, mais à 2 mm. Donc, on a déplacé la mesure de 5 à 2 mm. Et vous voyez que, par exemple, pour l'iPhone 7, hein, le test 1, on va passer pour 3 mm d'écart, hein, de 2,47 à 7,35. Vous voyez? Donc, pratiquement 3 ou 4 fois le niveau de DAS. Et pour 1 gramme. Et rappelez-vous bien que ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que la norme européenne permettait de mesurer entre 15 et 25 mm. D'accord? Donc, ça vous donne une petite idée de si on avait fait la mesure à 2 mm ou à 25 ou à 15, quel aurait été le résultat. Bon. De toute façon, j'imagine que cette présentation, vous la regarderez, tous les chiffres sont à la présentation, elle sera. Donc là, vous l'avez vraiment en exclusivité, puisqu'elle n'a jamais été publiée avant, puisqu'elle a été donnée à l'ANSES en novembre dernier. Alors, encore mieux, quand on regarde le détail, quand on fait le détail, parce qu'on rappelait que la réglementation européenne, c'est 10 grammes, et la réglementation américaine, c'est 1 gramme. Alors, le même Polaroid, qui était mesuré donc à 7,42, il n'est plus à 7,42, il est à 14,84 watts par kilo. Donc là, on est déjà plus de 7 fois le niveau de dépassement de la réglementation européenne. Et vous voyez, c'était la même chose pour tout le reste. Hein. Et on a fait encore mieux, parce que pour ceux qui ont regardé l'excellent reportage documentaire qu'a fait le complément d'enquête et le travail du journaliste d'investigation Nicolas Vescoacci, une partie, la fin du documentaire, est consacrée au Phonegate. Bon. Et avec Nicolas, il y a eu une volonté de faire des tests. Et les éléments que vous voyez là, vous ne les avez jamais vus dans le complément d'enquête. En fait, l'équipe de rédacteur en chef de complément d'enquête a décidé de ne pas diffuser ces données. Voilà. Donc, France Télévisions a payé un laboratoire, en l'occurrence ArtFi, pour faire la mesure. Et donc, on bien montré qu'il y avait une différence entre une mesure à 1 gramme et une mesure à 10 grammes. Bon, et là, ils ont fait ça sur des téléphones neufs et des téléphones usagés. Et vous voyez, par exemple, on reprend l'iPhone 8, hein, on était sur un DAS 10 grammes donc à 4,5, donc déjà qui n'est pas dans la réglementation, mais quand on le mesurait cette fois-ci en 1 gramme, on passe à 10,91. Vous voyez, donc pratiquement entre 5 fois le niveau réglementaire. Et c'était encore plus évident sur, par exemple, l'iPhone 5S, qui est un téléphone usagé, où le DAS montait à 12 watts par kilo. Hein. Alors, ça c'est un élément aussi très important qui tient à cœur, je pense, de notre ami Pierre-Marie Thévenot.
la problématique aussi, c'est que en gros, ce qu'on mesure, ce ne sont pas réellement les mêmes types d'ondes que ceux qui nous exposent à nos téléphones, et en particulier le fait que ce soit à la fois des ondes pulsées et des ondes artificielles. Alors, de la même façon, et j'aime bien ce visuel parce qu'il était repris dans un journal suisse, vraiment un grand journal suisse grand public, mais l'idée générale, c'est de dire que ça c'est vraiment profondément choquant. Vous n'avez pas entendu, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu. Quand vous parlez avec les experts pro-industrie, on vous explique toujours que le DAS est censé mesurer les pires cas. C'est l'idée que, en gros, on a fait en sorte de maximiser systématiquement pour qu'on ne puisse pas arriver à ce type de niveau de DAS, hein, pire cas. Et donc, ça prête presque à faire rire, parce que pour mesurer les pires cas, on a utilisé un temps d'exposition de 6 minutes. Et je parlais d'un temps réaliste. Et pour comparaison, le temps utilisé par la FCC est déjà multiplié par 5, puisque c'est un temps de 30 minutes. Qui est de toute façon, l'un comme l'autre, ne sont pas des temps, je dirais, réalistes. C'est encore beaucoup plus vrai sur la question des enfants, puisque un certain nombre d'études, et en particulier, j'ai oublié, mais on a la chance d'avoir dans le conseil scientifique le professeur Om Gandhi, c'est un professeur américain, qui est la référence mondiale sur la question du DAS. C'est lui et ses équipes qui ont participé à la mise en place de l'ensemble de la réglementation internationale. Et à la suite de ça, depuis au moins maintenant 30 ans, il hurle dans le désert, alors que c'est vraiment pratiquement un nombre d'articles absolument incroyable sur le sujet. Il met en évidence ces problèmes du diagramme des enfants, etc. Et il a d'ailleurs fait un excellent article qui a été publié donc, en avril 2020 sur la revue des ingénieurs IEE sur tout le volet Congate, justement, et qui aujourd'hui fait référence, et donc ça grâce au professeur Ombrand. Alors, ensuite, bien évidemment, devant autant de preuves, les pouvoirs publics auxquels on a écrit, on n'a rien fait. La Direction générale de la santé et la Direction de la prévention des risques, et donc en 2007, ont écrit à l'ANSES pour leur dire, en gros, est-ce que ces fameux DAS élevés, c'est dangereux pour la santé, et surtout, dites-nous quel indicateur on pourrait mettre en œuvre plus rapidement possible. Et ça, normalement, vous voyez, ce travail devait être mis à disposition avant le 31 décembre 2017. Il a été publié en octobre 2019. Et puis sur les indicateurs, encore à aujourd'hui, il est sorti en 2018, et encore aujourd'hui, on les attend. Hein. Et donc, c'est très important parce qu'en gros, on dispose, et vous disposez d'éléments extrêmement forts pour aller voir vos élus, les personnes que vous pensez être référentes, parce que dans les premiers rapports, en particulier le rapport de l'ANSES de 2016, vous allez trouver des éléments extrêmement forts pour les adultes et encore plus pour les enfants. Je ne vais pas vous lire ces 3 phrases, mais prenez le temps de les apprécier parce qu'elles montrent à quel point l'ANSES en 2016 a intégré d'ores et déjà le fait qu'on est devant une problématique et l'a parfaitement identifiée. Elle va d'autant plus s'identifier un peu plus tard, parce que en gros, je crois que je clique, moi, ils vont sortir ce que nous on appelle, donc en octobre 2019, le rapport PhoneGate. En gros, c'est à la suite de dire, en gros, mais
d'accord, on a surexposé tout le monde avec des DAS très élevés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont prendre deux mesures absolument incroyables, parce que nous, quand on les a lues, on s'est dit, vraiment, ils ont quand même été assez courageux à ce moment-là. Aujourd'hui, on leur fait payer. Ils vont demander deux choses. Ils vont demander le retrait, attendez bien, de tous les téléphones portables qui dépassent 2 watts par kilo et qui ont été mis sur le marché avant le 12 juin 2017. D'accord? C'est-à-dire que là, tout d'un coup, l'ANSES dit qu'il faut enlever du marché tous ces téléphones portables. Et la deuxième chose aussi qu'elle fait, elle demande à ce que les niveaux de mesure de DAS se fassent stricto sensu au contact de la peau, qu'il n'y ait plus du tout de distance, puisqu'aujourd'hui encore, vous avez pour la mesure, par exemple, des DAS membres, des DAS troncs, une mesure à 5 mm de la peau. Dans la semaine qui s'en est suivie, les pouvoirs publics ont annoncé deux choses. Un, qu'elles allaient saisir la Commission européenne, et deuxième chose, qu'elles allaient constituer une table ronde avec l'ensemble des fabricants pour leur demander d'intervenir, soit de retirer les téléphones portables, soit de les mettre à jour. Hein. Sur les téléphones après juin 2017, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais en gros, sachez que d'ores et déjà, vous avez 30 téléphones portables qui ont été soit retirés du marché français, soit retirés, soit mis à jour. Alors, on va arriver finalement sur ce qui était notre démarche vis-à-vis de l'ANSES. C'est quoi nos principales recommandations pour un nouvel indicateur fiable? Il doit prendre en compte les effets thermiques, bien évidemment, mais aussi les effets non thermiques, puisque en gros, la bataille scientifique qui est en place, il y a bien évidemment un certain nombre de scientifiques qui disent que il y a aussi la possibilité d'avoir des effets sanitaires non thermiques, puisque en gros, on ne reconnaît aujourd'hui que les effets sanitaires thermiques. Hein. Ça, c'est important aussi, je ne l'ai pas dit, mais vraiment de le noter, c'est-à-dire que en gros, aujourd'hui, on considère il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il y a des effets sanitaires aux effets thermiques. Hein. Ensuite, il doit prendre en compte les spécificités liées au sexe et à l'âge de l'utilisateur, les particularités liées aux ondes de la 5G, la durée de vie du produit, comme par exemple sur son reconditionnement, et la prise en compte de facteurs associés comme le cycle de tous. Et on va regarder chaque point de manière individuelle. Donc, vous avez compris, il faut arrêter avec des mesures qui ne sont pas en usage réel, c'est-à-dire seulement au contact, mais même au-delà, il faut que ce soit non plus, entre guillemets, des modèles mathématiques et des ondes dites artificielles, mais bien une modélisation des vraies, entre guillemets, des ondes qui sont présentes dans nos téléphones portables. Vous l'avez compris aussi, l'exposition sur 1 gramme est plus protectrice que 10 grammes, qui doit être harmonisée. Le temps d'exposition doit être revu. L'histoire des facteurs de sécurité de 50, qui est un scandale dans le scandale, en gros, des experts type Joviard, et même les sites gouvernementaux qui expliquent en gros, c'est pas très grave parce qu'on a mis un facteur de 50 pour les DAS locaux. Eh bien, aujourd'hui, grâce au travail d'Alertongate, on a mis fin à ce volet, c'est ce qu'on appelle un mensonge d'État. Et donc, il y a des actions judiciaires qui sont menées un peu partout dans le monde et qui se basent sur les travaux de notre organisation. La question du mannequin Sam aussi, qui pose question. Et parce que vous avez vu que la nouvelle réglementation, vous avez 3 DAS, un DAS tête, un DAS tronc, un DAS membre, et chaque DAS a des niveaux différents, parce que le DAS membre est à 4 watts par kilo, le DAS tête et tronc à 2 watts. Eh bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment un indicateur unique et évidemment qui soit le plus simple possible pour la compréhension du consommateur. Parce que, très honnêtement,
Les gens qui savent ce que c'est que le DAS, il y a beaucoup d'utilisateurs de téléphones portables et très peu de gens qui savent vraiment ce que c'est que le DAS. Sur les effets non thermiques, bon là, clairement, il faut mettre fin à l'hégémonie de l'ICNIRP. Hein, c'est un des sujets parce que avec l'ensemble des actions qui sont menées dans le monde, je vais en donner qu'une parce que c'est très très pertinente. Vous n'en avez là aussi pas entendu parler du tout dans les médias. En août de 2021, avec l'ensemble des organisations américaines, dont Rush ils ont attaqué le régulateur des télécoms américains et, chose extraordinaire, ils ont obtenu gain de cause et la Cour d'appel aux États-Unis a demandé au régulateur des télécoms américains de revoir l'intégralité des normes et des processus de test des téléphones portables et d'ailleurs de toutes les tablettes, objets connectés et divers, mettons des autres. Bon. Alors, je me suis perdu, parce que à force de parler tout seul, j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Alors, sur les principales recommandations, vous avez compris, on apporte une attention particulière aux enfants. Je rappelle que l'ANSES, d'ailleurs, écrit dans son rapport de 2016 qu'on ne devrait pas donner de téléphone portable avant l'âge de 14 ans et devrait interdire toute publicité donc avant cet âge. Je crois qu'on est très très loin. Les femmes enceintes, évidemment les personnes électro-hypersensibles, les porteurs d'implants cardiaques, là aussi ça mériterait d'en parler longuement, enfin, mais on n'aura pas le temps. Donc voilà. Alors, concernant la 5G, là, il y a quand même quelque chose d'absolument phénoménal, que très peu de gens savent. On a lancé la 5G et vous avez noté que l'Agence nationale des fréquences a fait beaucoup de communication pour dire tout va bien et c'est, je dirais, contenté de faire des mesures, en particulier des mesures d'antenne relais et des mesures à l'extérieur. Bon. En gros, ils n'ont jamais, ils ont fait très peu là, de tests quand on parle de 5G, en gros, ce qui est mis en application aujourd'hui, ça n'est pas de la 5G. C'est-à-dire que c'est au mieux de la 4G+. En fait, le principe de la 5G, ce qu'on appelait 5G onde millimétrique, eh bien, aujourd'hui, n'est pas en application. Et je crois que le plus important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas mesurer l'exposition d'un téléphone portable 5G millimétrique. Voilà. Je le répète, personne ne sait. Et donc, aujourd'hui, on est en train de vendre à tout le monde le fait de développer la 5G à tour de bras. Et on est incapable aujourd'hui de mesurer l'exposition des personnes au téléphone portable 5G millimétrique. Voilà. Donc, en gros, et ça va être un sujet très important parce que ça fait partie des sujets qui ont été largement évoqués à l'ANSES, qu'elle n'avait pas évoqué dans son rapport préliminaire. Et on est vraiment extrêmement intéressé à voir ce qu'ils vont dire par rapport à ça. Parce que c'est, comme vous comprenez, un enjeu primordial. Alors, un point, et on va bientôt arriver au bout, hein, sur la question des téléphones reconditionnés. Bien évidemment, sur un plan écologique, c'est parfaitement logique et sain de considérer qu'on ne va pas jeter les téléphones dans le tiroir, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune réglementation qui encadre la mise sur le marché des téléphones reconditionnés. Et nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on dit au pouvoir public qu'il faut absolument le mettre en place parce que le DAS, vous avez compris que les DAS anciens sont vraiment extrêmement préoccupants.
Les DAS actuels ne sont pas moins, mais les DAS des téléphones reconditionnés, je dirais qu'il faut vraiment s'en méfier parce que un simple chute de votre téléphone peut modifier le DAS de votre téléphone. C'est-à-dire que, en gros, alors, en plus, si vous ouvrez votre téléphone pour le reconditionner, c'est-à-dire que, en simplifié, nous, il faut impérativement que dans les chaînes de production des gens qui reconditionnent les téléphones, on remesure le DAS et qu'une réglementation l'impose, auquel cas, vraiment, notre conseil, ce serait le plus possible d'éviter d'acheter des téléphones reconditionnés. Alors, sur les facteurs associés, vous l'avez compris, j'avais parlé tout à l'heure sur les questions du kit d'un livre. La question qui est fondamentale, c'est que c'est un des volets que nous sommes en train d'élucider, parce que savoir que des logiciels espions sont dans le téléphone et vont pouvoir, à un moment donné, si quelqu'un veut le contrôler, fausser la valeur du DAS, c'est un enjeu absolument fondamental. Et les fabricants, qui ont toujours 2 ou 3 ans d'avance sur les régulateurs, passent leur temps à jouer au chat à la souris. Et Apple en est vraiment le pire des exemples, puisque faut savoir par exemple que Apple est le seul fabricant qui n'ait pas donné une quelconque information à l'Agence nationale des fréquences sur, entre guillemets, les logiciels embarqués dans ses téléphones. Et donc, comme vous l'avez vu, ils sont loin d'être exemplaires. Et pour information, il y a des actions aujourd'hui collectives contre le fabricant Apple dans le volet PhoneGate américain. Dernier point sur les modèles, là aussi, vous allez certainement découvrir que, en fait, c'est l'opérateur qui va avoir la main sur le DAS de votre téléphone. Ça s'appelle un système de contrôle adaptatif de puissance. En gros, je vais l'illustrer, c'est en gros quand vous êtes dans le RER, dans un sous-sol, votre téléphone qui veut recevoir des données, des mails, de la data, enfin, des films ou une conversation, va être dans la pire situation, parce qu'en général, on est en mouvement et dans des zones de mauvaise réception. Eh bien, qu'est-ce que fait l'opérateur? En fait, l'opérateur envoie un message à votre téléphone portable, sans que vous le sachiez, hein, et va lui dire de mettre le DAS à son niveau maximum. Vous voyez? Alors maintenant, si vous regardez les gens qui sont il y a pas mal de gens en province, alors tout le monde n'est pas parisien, mais en gros, vous allez penser à tous ces gens qui, utilisent un téléphone dans ces pires conditions et où l'opérateur, en toute connaissance de cause et sans que, bien évidemment, l'usager le sache, est en train de modifier le DAS et de le mettre à la santé de l'utilisateur en danger. Alors, ben voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour en savoir plus, donc, vous pouvez aller sur notre site. Je rappelle aussi qu'il est disponible en 2 langues, hein, parce que vous avez une version française et aussi une version anglaise. J'ai eu le plaisir aussi de sortir un livre là dont on a sur le PhoneGate, tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par le portable. Je crois que c'est assez clair et ça a été soutenu par la maison d'édition Massot. Et on est, donc vous pouvez suivre, on a suivi sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, donc on communique beaucoup tous ces réseaux. Et c'est une bonne occasion aussi de relayer nos informations pour qu'elles soient connues. Et on a une pétition qui a à peu près 15 000 personnes, justement pour qu'on retire ces fameux téléphones portables dont l'ANSES aussi souhaite qu'on les retire et qui sont toujours sur le marché. Voilà, j'ai fini et je vais mettre le partage en pause. C'est bon ou je l'enlève? Comment je fais? Arrêter? Voilà. Ah, mais ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai parlé à mon ordinateur pendant un moment. Alors, même système que pour la première intervention,
si vous avez des questions à poser, vous utilisez la main par la Peut-être, barre du bas. Denis, je propose que l'on limite dans le temps, c'est-à-dire que actuellement, il y a un candidat, c'est Patrice. On prend encore 4 ou 5 mains et on s'en tient là parce que on va vraiment exploser. Beaucoup de gens partent, hein, j'ai vu. Ouais, ouais. Donc, si on peut concentrer les questions et les réponses dans un temps relativement court, voilà, sachant que il faut quand même le temps pour l'expliquer, parce qu'en tout cas, merci pour cet exposé qui était fort intéressant et en même temps quelque peu effrayant, c'est rien de le dire. Voilà, en tout cas, on démarre. Patrice, je crois que c'est Patrice, hein? Oui. C'est à toi. C'est à toi. Oui, bonsoir. Donc, c'est Patrice Goyot, Robin des Toits. Je suis à côté de Pierre-Marie, on est ensemble, la mairie de Thévenot. Donc, on remercie Marc Arasi et on le salue en même temps pour son intervention très pertinente. Alors, moi, c'était juste une petite remarque très courte par rapport à la 5G. Il ne faut pas perdre de vue que la 5G centimétrique, c'est uniquement la 5G millimétrique, c'est à partir de 30 GHz. Donc, on dira que 26, on est tous à bord. Sur les téléphones portables, donc, effectivement, on a ce qu'on appelle une 5G 4G+, en partage de bande avec la bande existante des autres technologies, donc 700, 800, 1800, 2100, 2600 MHz. Mais par contre, depuis environ un an, la 5G cœur de bande, la vraie 5G, entre 3490 et 3830 MHz est largement déployée en France. Et avec en plus, au départ, c'était des puissances un peu limitées. Maintenant, ils sont en train d'augmenter largement les puissances. Et quand on fait des mesures, on peut avoir des valeurs pics par rapport aux valeurs moyennes efficaces mesurées par les organismes agréés, qui sont entre 25 et 50 fois supérieures à la valeur, disons, retenue par le protocole ANFR. Et donc, cette 5G, les téléphones portables 5G ne seront reliés qu'à cette 5G cœur de bande terrestre, donc en ondes centimétriques, alors que par contre, la 5G dite satellitaire, qui sera effectivement à des fréquences d'autour de 26 GHz, ne sera pas utilisée par les téléphones portables. Ce sera réservé plutôt aux objets connectés, entre autres aux caméras de surveillance et aussi à l'Internet privé que veut promouvoir Elon Musk avec Starlink. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Florence. Ok. Alors, micro, hein, par contre. Oui, bonsoir. En fait, je suis porte-parole de Catherine Néran qui est partie et qui m'a demandé de poser la question pour elle, qui voulait savoir pourquoi il était préférable d'utiliser la 3G plutôt que la 4G. Bon, alors, ça aussi, c'est un débat qui est vraiment insupportable parce que, d'une certaine façon, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on a beaucoup de data. On a même trop de data parce qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux pour analyser l'ensemble des data. Et bien évidemment, c'est un appel à contribution parce que plus on obtient de data, plus c'est important de pouvoir entrer dans le détail de ces data et les analyser. Et en fait, un des grands mensonges, c'est de dire finalement, plus on a été puissant, moins c'était dangereux. Alors, c'est parfaitement, on peut démontrer parfaitement l'inverse parce que comme on a les rapports de test de téléphone portable, on sait que plus on a été, entre guillemets, de la 2G à 3G, de la 3G à 4G, et maintenant on a 4G à 5G, on sait que plus on a mis de puissance, plus finalement on a augmenté l'exposition des individus. Et la tendance, entre guillemets, d'un certain nombre y compris de gens comme l'Agence nationale des fréquences, qui disent beaucoup de choses totalement inexactes. Alors, vous voyez, le problème finalement, c'est qu'on est pratiquement obligé de faire du fact-checking ou du road-checking, appelez ça comme vous voulez, sur le travail que font un certain nombre d'organisations françaises ou internationales. Et aujourd'hui, les gens sont perdus parce que entre ce que vous pouvez lire sur les sites gouvernementaux ou sur le site de l'ANFR et puis ce que on pourra lire sur un certain nombre de sites comme les nôtres, vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué pour les gens d'y voir clair. Mais en gros, les datas existent. Nous, aujourd'hui, comme vous avez compris, j'ai la chance de pas mal m'exprimer dans les médias, avec le livre, enfin, avec le site, on est pas mal relayé. Comme vous pouvez le voir, personne n'a jamais contredit le moindre mot de ce qu'on a dit ou écrit sur ces sujets.
Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'on n'a pas dit, mais très vite, quand ça se passe comme ça, on a tendance quand on parle de 5G, 5G, c'est complotiste, anti-vax. Enfin, en gros, vous êtes habillé pour l'hiver et chaudement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, nous, on arrive aujourd'hui, je pense que c'est le cas de gens comme Philippe et le professeur Belpomme, parce que finalement, on essaye de rester dans une stricte orthodoxie médicale, scientifique. Donc, ça nous protège. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, plus vous avez de G, plus vous avez de puissance. Si je peux intervenir rapidement pour un élément de réponse, la 3G sur un téléphone portable, c'est la seule technologie qui n'est pas pulsée. Alors, on va maintenant donner la parole à Sylvie. Oui, bonsoir. C'est simplement une petite question sur au niveau des appareils. On vend sur des sites des cônes, tout ce qui est pour les ondes électromagnétiques pour se protéger. Au niveau des cônes, au niveau des filtres, par exemple pour le Linky, et au niveau des habits. Quand on voit des personnes avec des toiles argentées et tout ça, est-ce que tout ça c'est valable? Est-ce qu'on peut déjà se protéger, par exemple, de mettre des draps de toile d'argenté, de cuivre, enfin je ne sais pas. Et sur ces sites, est-ce qu'on peut aller prendre tous ces appareils? Alors moi, je vais vous répondre vraiment stricto sensu sur la question des téléphones portables. Hein, je suis pas, pour le reste, je ne suis pas spécialiste. Mais en gros, et en simplifié, le côté extraordinaire de la chance que nous avons, c'est que finalement, on peut se protéger de l'exposition des téléphones portables de manière extrêmement facile. C'est-à-dire, et non seulement facile, mais gratuit. Donc, ça veut dire un changement dans nos comportements. Donc, en gros, vous allez très simplement arrêter de mettre le téléphone à l'oreille, arrêter de le mettre, comme on le voit tout le temps, chez les jeunes et moins jeunes, dans la poche de pantalon, dans les poches proches du cœur. Et je dirais, avec ce premier niveau de protection, qui est gratuite, vous avez déjà un changement, je dirais, une baisse absolument notable de votre exposition. Alors, après, dans le monde professionnel, on a d'autres problématiques parce que déjà, souvent, les gens me disent, moi, si je rate un appel, je vais perdre de l'argent. Et puis, vous avez aussi beaucoup de gens, y compris des journalistes d'ailleurs, qui me disent, mais nous, on nous a enlevé les téléphones fixes et en gros, on est dans des plateformes et il n'est pas question que tout le monde se mette à parler en haut-parleur. Bon. Donc, le seul conseil qu'on peut donner, d'ailleurs qui s'est avéré justifié, parce que la NFR a fait ses tests il y a quelques jours, c'est ces fameux, entre guillemets, kits AirTube, Air comme l'air, Tube, qu'on trouve qui sont des kits filaires, et dans le cordon, vous avez de l'air. Et donc, à ce titre-là, je vois que peut-être des gens en ont, voilà, moi j'en dois en avoir un sur quelque part, voilà, montrez-le, merci madame, merci Florence. Donc, en gros, ce kit-là, qui coûte quelques euros, peut être un bon achat pour les gens que vous aimez bien. Voilà. Et bien évidemment, quand on met le kit, on évite de garder le téléphone au contact du corps. Hein. Donc, on pose le téléphone, et je dirais, on a un site sur ce sujet-là avec tout un tas de préventions et on a fait faire aussi des petites vidéos à disposition parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le rajouter là. Santé publique France a publié des données sur les cancers du cerveau, hein, pas des enfants mais des adultes. Et en 2019, sur la période des 30 ans, on a une multiplication par 4 et plus des cancers du cerveau les plus graves sur les glioblastomes. Et pour vous donner une idée du nombre de morts sur les 20 dernières années, ça représente 50 000 morts. Vous voyez ? Donc, on nous explique qu'il n'y a pas d'augmentation des cancers du cerveau, comme l'a fait s'appelle le médecin préféré des Français. Aidez-moi, j'ai un trou. Hein ?
Belle pomme? Non, pas lui, il est vraiment médecin préféré des Français. L'autre, bon, enfin, c'est pas grave. Il est toujours avec Carambeu, là. Comment il s'appelle? Ah oui, Simesque. Voilà, Michel Simès, merci de m'aider, il est tard. Donc, on est sur des situations, vous voyez, où Michel Simès, lui, encore sur RTL, expliquait qu'il n'y avait pas d'augmentation des cancers du cerveau en France, alors que Santé publique France a publié les données et que c'est parfaitement aujourd'hui identifié. Donc, ces sujets-là méritent vraiment beaucoup de sérieux et parfois certaines personnes comme Simès en manquent sérieusement. Ok. On va peut-être passer à Philippe Irigaray si vous avez des compléments à donner par rapport à ce qu'a dit Marc Arasi. Sur le cancer, je mettrais le fait que effectivement, les glioblastomes sont en augmentation chez l'adulte et on ne pose jamais la question de l'utilisation de la téléphonie mobile. On pose toujours la question du tabagisme et de l'alcoolisme, c'est tout. Et de l'activité physique. Là, Santé publique France a fait le lien avec la téléphonie mobile. On ne peut pas leur reprocher ça. Là, en oui, je suis d'accord, mais dans les éléments, ils mettent pesticides et téléphonie mobile. Non, mais ma compagne travaille donc à un centre de ressources biologiques sur le cancer et glioblastome notamment, tumeur du cerveau. Et dans les questionnaires qui sont faits aux patients, jamais ils n'imposent la question de la téléphonie mobile. Alors ça, c'est un autre problème. Mais Santé publique France, dans la présentation, a fait correctement son identification. Et donc, d'une certaine façon, bon, je dirais que les données disponibles, il y en a. Je pense que sur le site, il y a des données. Utilisez-les. Moi, mon propos ce soir, c'est de vous dire, on a des tonnes de données qui sont à votre disposition et que vous pouvez utiliser justement, et qui sont d'une grande fiabilité pour vos élus, pour tout le monde, qui peuvent être utilisés, donc je dirais, et vous faciliter, entre guillemets, votre travail de militant sur le terrain. Non, et puis je voudrais revenir aussi sur le fait qu'effectivement, oui, on ne reconnaît, au niveau de l'ICNIRP, ne reconnaît que les effets thermiques, il n'y en a pas les effets non thermiques. D'un point de vue général, les effets non thermiques, on les accepte au niveau biologique, mais pas sanitaire. Alors qu'on sait bien qu'il y a les rayonnements non thermiques ont des impacts aussi au niveau génétique. C'est connu, c'est publié, voilà, même le mécanisme est publié. Bon. Et on vous remercie. Enfin, c'est bon, là, vous avez pu vous exprimer tous les deux. Oui, merci à vous. Merci de votre invitation. Moi, je pense que c'était tout à fait riche de rencontres. C'était l'occasion de voir certaines personnes qu'on connaît de vue ou de nom. Voilà, donc c'était très bien. N'hésitez pas, de toute façon, vous avez les coordonnées des associations. Et nous, notre rôle, je dirais maintenant qu'on va sortir un petit peu du Covid, je le redis, c'est de revenir sur le terrain vous voir, comme on l'a fait, on le faisait régulièrement avant, parce que derrière, c'est extrêmement frustrant de parler devant son ordinateur sans avoir les gens et sans avoir les salles. Mais j'espère qu'on va pouvoir vraiment revenir vous voir, organiser des réunions et justement des débats pour que justement ces sujets soient portés à la connaissance du plus grand nombre. Voilà, c'est ma conclusion. Je prends note avec intérêt. Je vais d'ores et déjà vous inviter dans les Vosges. On envisage de reprendre les réunions parce que je pense, et c'était très intéressant ce qui a été dit ce soir, parce que notamment l'idée que effectivement on était un peu déséquilibré dans le combat anti-5G. On était plutôt du côté de l'émetteur, de l'antenne, de l'opérateur, et pas beaucoup du côté du portable. Et ce que tu as présenté remet un peu les pendules à l'heure, et je crois que c'est très intéressant. En même temps, c'est documenté par toute une série d'études et d'éléments extrêmement concrets et précis que je pense qu'il faut effectivement qu'on utilise massivement. Mais en tout cas, il faut quand même qu'on fasse sans doute un travail de pédagogie parce que ça reste des présentations et des éléments très techniques.
qui doivent être présentés. On a quand même affaire à une population qui est complètement ignorante dans ce domaine, hein. Nous, on a l'expérience du Linky. Le Linky, ça avait l'avantage d'être quelque chose de très concret. Les gens voyaient ça arriver chez eux, etc. C'était une sorte de viol intérieur. Là, la 5G, la 4G, enfin les ondes électromagnétiques, c'est totalement... On ne les saisit pas, c'est insaisissable. Et il faut qu'on les rende... Il faut qu'on soit capable, nous, les militants de terrain en tout cas, de les rendre sensibles et de montrer un petit peu les différentes conséquences qu'elles peuvent avoir. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses ce soir, même si j'étais déjà un peu assez informé sur la question. En tout cas, un grand merci. Et puis, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. En tout cas, moi, j'invite d'ores et déjà sachez que sur YouTube, il y a énormément de vidéos. J'ai encore été interviewé par Nexus en décembre. Il y a 1 heure de présentation, tout ça. Vous avez beaucoup de choses. Le complément d'enquête qui a complètement disparu d'Internet et qu'il faut faire absolument réapparaître, parce que le complément d'enquête qui a un travail absolument considérable fait par Nicolas Vescoacci et sur la part PhoneGate. En gros, quand des journalistes font leur travail, ils font disparaître les documentaires. Je suis intervenu avec Sam Rowe dans 66 minutes, donc avec journaliste Pulitzer, et les journalistes et la rédactrice en chef s'étaient battus pour ça. Le reportage a complètement disparu. Non mais, il faut vraiment se rendre compte de quoi on est, mais sachez que vous avez quand même beaucoup de choses à disposition. N'hésitez pas à nous solliciter, on vous donnera des liens de vidéos, des choses qui peuvent permettre comme ça entre guillemets, de faciliter la compréhension du grand public, parce que ce sont des vidéos qui ont été vues pour certaines plusieurs centaines de milliers de fois déjà. Hein. Très bien, Une dernière question, c'est vraiment la dernière. Alex. Oui, c'est pour vous inviter, Marc. Donc, on fait des rencontres interassociatives au mois de juin et vous êtes tous invités à Sagnoles, c'est en zone blanche, c'est dans le Vercors, c'est magnifique. Et c'est Xavier Campello qui a la main sur cette dernière partie de notre grande rencontre qui commencera le 19 juin et qui se finira le 28. Et les 3 derniers jours, c'est forum interassociatif. Donc, notez ces dates et à bientôt. Écoutez, merci. J'étais pas très loin parce que j'étais à Die au mois d'août. Je ne sais pas si je ne vous ai pas vu parce que je suis intervenu avec Michel Rivasi à Die et franchement, ça nous manque parce qu'avec ces histoires de Covid, mais ça a été formidable et les gens sur place ont été extraordinaires. Pour la première fois, mon épouse m'a accompagné dans un déplacement et on a vraiment passé un très bon moment. Voilà. Je vous dis à tous bonsoir. Philippe, à bientôt. À bientôt. Et puis, merci encore. Ok, c'est nous. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci. Au revoir.